Encore des épées. Donc, comme il ne reste plus que 2 épisodes à cette saison de Game of Thrones, qui est une saison courte, il n'y a que 7 épisodes, parce que, en fait, la saison ultime, ça avait été annoncé comme la saison ultime, mais en fait, la saison ultime, ce sera la saison suivante, en 2019, qui sera en 6 épisodes. Pourquoi en 2019 ? Pourquoi il n'y en a pas en 2018 ? Bon, je me suis pas renseigné sur le sujet. J'ai pas fait mon taf. Et je me disais que, vu que le peu d'épisodes qui restent avant vraiment la fin, ben, justement, c'est la fin de la saga, et donc il serait peut-être temps de revenir un peu sur cette saga, et aussi de faire des réflexions sur cette saison en cours. Certains diront que ça a toujours été le cas depuis le début, mais là c'est vraiment flagrant. Dans cette saison, le jeu d'acteur de Kit Harington, c'est non-stop le regard de chien triste. Je suis vachement motivé à recruter des gens pour aller combattre les White Walkers. Franchement, on dirait un regard de chihuahua là, qui attend ses croquettes. Ça me fait marrer, parce que les meufs avant elles disaient lors des premières saisons « Ah, il n'y a aucun beau mec dans Game of Thrones, c'est décevant ». Et puis soudainement, quand Jon Snow il a fait le badass sur le mur, c'était « Ah, Jon Snow !» Alors que dans la réalité, Kit Harington, il serait pas médiatisé, vous en auriez rien à foutre, parce qu'en fait, il mesure que 1m73. Donc il est petit, donc vous vous retournerez même pas sur lui en soirée, rien du tout. Et en fait, il fait toujours 1 centimètre de plus que moi. On savait bien qu'il y aurait une scène où Jon Snow se fait accepter par les dragons. Maintenant, pique-lui ! Donc cette saison, comme la précédente, ils sont en roue libre, ils ont plus à suivre le roman. Le roman, on attend toujours les suites. Donc ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que ça respecte ce qu'il va y avoir dans les futures suites qu'on espère qu'ils vont sortir en roman ou pas ? Qu'est-ce qui sera la même chose, etc. On n'en sait strictement rien. Ce que je trouve un peu bizarre dans cette saison, c'est qu'ils sont en train de te donner un peu tout ce que la majorité du public a envie de voir. Ce qui est un peu bizarre parce que le roman fonctionnait autrement. Donc je vais commencer d'abord par faire des petites réflexions sur le roman. Alors, effectivement, le roman et la saison 1, ça avait surpris tout le monde de voir le Sean Bean qui meurt, etc. Et puis même dans les saisons suivantes, de voir des personnages importants mourir, c'est quelque chose auquel le grand public n'avait pas l'habitude. Sauf que moi, à la limite, même si quand même certaines choses me surprenaient, personnellement, si t'es un lecteur de manga, t'as quand même l'habitude d'avoir des personnages importants qui meurent. Par exemple, un bon exemple, dans Ken le Survivant, c'est une vieille série. Le premier personnage dans les héros à mourir, c'est Rey, et à l'époque, c'était le personnage le plus populaire. Alors, quand j'étais gosse, il y avait un dessin animé tiré d'un roman, d'une série de romans, qui s'appelait Les animaux du bois de Katsu. Je sais pas si vous vous souvenez comment c'était une hécatombe. Moi, ce dessin animé, à la base, je m'étais dit, ouais, non, ça a l'air d'être trop pour des gosses plus jeunes que moi, ça m'intéresse pas. Puis quand j'ai vu que dans leur exode, ils commençaient à mourir, j'ai quand même continué à regarder la série, parce que franchement, c'était prenant, quoi. Moi, je voulais savoir qui allait survivre à cet exode. Donc, je vous mettrai un lien dans la description avec toutes les morts qu'il y a dans Les Animaux du Bois de Katsu, et vous allez voir que, en fait, Game of Thrones, c'est pas surprenant pour les gens qui ont suivi Les Animaux du Bois de Katsu quand ils étaient gosses. Il y avait plein de choses dont la résolution, le rebondissement allait effectivement à l'opposé de ce qu'il y a de plus logique, de ce qu'il y a de plus cliché, de ce qui se fait d'habitude en matière de narration. Et ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure des volumes, donc des fois il s'est quand même remis à plonger en plein dans ce qu'il y avait de plus cliché, parce que justement tu te mettais à anticiper, tu te disais allez, tu vas aller dans le sens inverse, et donc pour pouvoir te surprendre, des fois il sautait à pieds joints quand même dans le cliché, d'autres fois il allait à l'opposé, et après quand tu avançais encore plus dans les romans, justement il s'est dit les gens anticipent par 2 possibilités, le truc le plus logique ou son extrême opposé. Sauf qu'il s'est dit, non, il y a plein d'autres possibilités entre tout ça, entre ces 2 extrêmes. Et donc il a commencé à exploiter comme ça d'autres possibilités, d'où le fait que tu savais plus vraiment... tu savais pas du tout anticiper, il y avait tellement de possibilités de ce qui pouvait se passer que comment veux-tu deviner ce qui se passe ? Par contre, les points négatifs du roman, il y en a plein. Tu prends le premier roman, c'est quasi parfait. Il n'y a pas de chapitre inutile, enfin j'en avais relevé un quand il monte le Val, c'était pas... il y avait rien de nécessaire au récit.
peut-être le début du prologue, et peut-être un des épilogues n'était pas super utile. Mais sinon, parfait. Peut-être des moments personnellement que moi je trouve chiant, c'est-à-dire que quand les gens font des rêves, ou les chapitres avec Bran, ce que tout le monde en a rien à foutre et où il a des visions, etc. Sauf que c'est censé être nécessaire au récit, hein, quand même, c'est censé étoffer les rêves, les cauchemars, c'est les préoccupations des différents protagonistes, etc. Mais moi je trouve ça pas intéressant, c'est mes goûts personnels. Par contre, quand t'avances dans les romans suivants, plus t'avances dans les romans, plus il y a des chapitres de remplissage. Des chapitres que je considère comme inutiles, comme il avance pas dans les récits. C'est-à-dire, on n'a rien de temps, c'est surtout les chapitres avec Tyrone. Ces gens, il se lève, il pisse dans son pot de chambre, il se sert un verre de vin, puis il sort, il dit bonjour au garde devant sa chambre, il va avec Bronn au marché, il va regarder, on va te décrire tout ce qu'il y a sur les étalages, et puis seulement, il a son rendez-vous avec le chauve de service, pour enfin discuter de choses importantes sur 1 ou 2 pages. Donc t'as 1 ou 2 pages qui font avancer le récit, c'est tout. Encore plus loin dans les romans, je veux dire, avec Brienne, putain, je veux dire, ce qu'elle vit, c'est inutile. Elle vit des aventures de son côté, c'est genre un spin-off, mais le spin-off dont on n'a rien à foutre et que personne ne veut voir. Mais, d'une certaine manière, même Daenerys, pour moi, c'était un peu... moi, je suis pas super fan des chapitres où quand on la suit, parce que déjà, bon, j'aime pas le personnage, je reviendrai pas là-dessus. Mais aussi, je trouve que c'est aussi un peu une espèce de spin-off au sein du roman. Parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe à Westeros. Moi, ce que je préfère, c'est ce qui se passe à King's Landing. C'est les intrigues, etc. Et en fait, je trouve que Daenerys, dans un récit normal, on te la présenterait, on t'en parlerait un petit peu, mais en fait, dans la suite, ce serait plus quand ils sont en réunion, là, tu vois, le roi, la main du roi, etc., et les autres, ils en parleraient de ce qui est en train de se passer, en fait, de l'autre côté de la mer. Ils parleraient de son évolution. On te citerait simplement que son armée qu'elle est en train de conquérir des villes et que son armée est en train de grandir, et que c'est une potentielle menace, mais après on la redécouvrait pas avant qu'effectivement elle ait traversé les mers. Donc ici, on la suit vraiment de A à Z, parce que voilà, c'est un récit qui est construit comme ça, avec une chier de personnages, et qu'on va suivre tout le monde, et que finalement, t'as plein d'histoires qui sont des histoires finalement séparées, quoi, même si ça se rejoint. Alors, le truc, comme beaucoup de gens, ça tournait un peu sur Internet, etc., ce genre de réflexion, et qui est totalement vrai, c'est... Tu suis un chapitre avec un personnage, un chapitre complètement épique, qui va se terminer par un cliffhanger, puis on va pas reparler de ce personnage avant 200 pages. Voire même, pendant un roman entier, on va pas te parler de certains personnages. Theon Greyjoy, c'était comme ça, quoi. On ne parlait pas de lui pendant plusieurs romans. C'était un peu exagéré, quoi. Donc, des choses un peu bizarres d'un point de vue narratif. Mais, moi, ça m'a énervé à la lecture. Plus les romans passaient, plus ça m'énervait un petit peu, comme beaucoup de lecteurs. Sauf que, après, ça m'amusait. Ça m'amusait parce qu'effectivement, les gens râlent. Les gens ragent. En plus, ils ragent d'attendre les romans pendant je sais pas combien de temps. Mais... donc faire des rebondissements qui vont pas dans les codes habituels des séries, tu vois, d'un point de vue scénaristique, ça ok. Mais par contre, envoyer se faire foutre toute logique de narration, là, comme je viens d'expliquer, la manière dont il explique le récit, ça, c'est... Enfin, ça me fait marrer, quoi. Il fait de la merde d'une certaine manière, quoi. Vraiment, narrativement parlant, il fait de la merde. Sauf que c'était pas du tout le cas dans le premier roman. Donc il t'a pris en otage, il t'a fait un beau truc, t'as été bien pris, et maintenant, j'en ai rien à foutre, j'écris ça comme je veux, au rythme où je veux, et je t'emmerde. Moi, tu vois, je trouve qu'il devrait mettre des gros doigts d'honneur, tu vois, sur les couvertures des livres, parce que c'est vraiment ça, quoi. Il se fout de la gueule des gens, et en fait, moi, c'est ça qui m'amuse, c'est que je me dis que George R.R. Martin est un des plus grands trolls de notre époque. C'est vraiment ça, il se fout royalement de la gueule des gens, et c'est ça qui me fait bien marrer. Pour en venir donc à cette saison, où tout se passe comme la majorité du grand public s'y attend, bah déjà tu prends le fait que Daenerys, elle arrive à Westeros. Si tu voulais faire chier les gens, enfin tu vois, aller à l'encontre de ce que les gens attendent, bah, elle arrive même pas à débarquer sur Westeros. Mais le seul problème, c'est qu'on en vient à ce que j'expliquais précédemment, c'est que c'est attendu aussi, ça. Décevoir le spectateur, c'est aussi alors ce qu'on attend de cette série. Et donc, ça devient un truc de fou, tu te dis, non, alors,
allez, on va décevoir le spectateur. Non, mais il s'y attend, donc on peut pas le faire. Donc, etc. Ça devenait trop attendu, le fait, d'une certaine manière, qu'elle n'arrive même pas à Westeros. Donc tu dois quand même la faire venir. Mais après, bon, voilà, je suppose que ça va quand même mal se passer pour elle au final. Hein. Tous les Stark qui se retrouvent. Enfin non, sauf un qui s'est fait tuer, mais je veux dire, ils se retrouvent tous, yeah, bonheur, joie, amour. Bon, au final, ça va pas trop se passer comme ça. Gendry, qui soudainement arrive comme ça, là, genre, en plus en mode très très rapide, genre, ouais, je suis trop chaud, moi, allez, hop, on y va. Non, moi, je suis un aventurier et tout, regarde, j'ai une grosse masse en plastoc, tout, allez, hop, j'arrive et tout, j'ai des gros muscles de forgeron et tout, allez, hop, on y va. C'est un petit peu kitsch. Moi, c'est l'élément un petit peu kitsch du précédent épisode, j'ai trouvé. Mais, par contre, je sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même, justement, de premier abord, on se dit, tiens, tout se passe plus ou moins bien, là, comme les gens le veulent. Mais il y a quand même des gros ennuis qui peuvent arriver. Parce que Gendry qui se pointe, genre on est tous ensemble, on va tous dans le nord, on va péter la gueule aux White Walkers. Et je veux dire, Daenerys, elle va se pointer aussi pour ça. Et quand elle va apprendre que c'est un bâtard de Robert, tu vois, ça risque de mettre des petites tensions, tu vois. Et aussi, il y a Samuel Tarly qui va se pointer et qui est pas au courant qu'elle a tué, enfin qu'elle a fait brûler vif son père et son frère. Comment est-ce qu'il va réagir tu sais, au début, il va être genre en mode je suis pas au courant, genre je suis tout cool et tout, ouais, trop bien et tout, ouais, on va buter les White Walkers, c'est trop bien. Et comment il va réagir quand il va apprendre Et il y a aussi un autre truc qui risque d'être la grosse merde. Je veux dire, ça va réunir 3 personnages qui prétendent au trône. Daenerys qui dit que, soi-disant, elle est la reine légitime. Jon Snow, qui donc s'avère être le fils de Rhaegar, mais en plus le fils légitime de Rhaegar, et donc le rightful king, le roi légitime. Et Gendry, qui est le bâtard. Oui, ok, c'est simplement un bâtard, donc les gens vont dire « Mais non, mais il peut pas aller sur le trône !» Mais écoute, je suis désolé, pourquoi les Lannister, ils faisaient tuer tous les bâtards de Robert ? C'est justement parce que si, d'une certaine manière, on peut... on va me dire « Ouais, mais Gendry, lui, c'est juste un forgeron, c'est un bâtard, forgeron, qu'est-ce qu'il va soudainement vouloir viser le trône, etc. » et tout. Et c'est Game of Thrones. Il y a d'autres gens. Il y a des manipulateurs. Et il y a des gens qui utilisent des personnes à leur fin. Je veux dire, c'est comme ça. Et donc, on va mettre 3 personnes ensemble qui peuvent prétendre au trône. On se demande ce que va magouiller Cersei. Moi, j'ai jamais aimé Daenerys, parce que je trouve que c'est une espèce de caricature de tout ce qu'il y a de plus détestable chez les jeunes femmes. Je m'explique. C'est-à-dire, moi j'ai vraiment vu l'espèce de meuf soumise qui se fait faire par son frère, etc. Elle se fait humilier, tout le bazar. Son premier mec, c'est pas ça, et tout le bazar. Et après, elle se la pète. J'explique. Je veux dire, les jeunes femmes, c'est quoi ? Ça enchaîne les gros cons au début de leur vie d'adultes, de jeunes adultes. Ça enchaîne les gros cons, alors qu'il était écrit sur leur front clairement que c'était des gros cons. Et après, ça assume pas trop, et ça joue les grandes dames, ça joue les fiers, ça devient hautaine, alors que ça n'a pas changé. Et pour moi, c'est ça le truc. C'est que Daenerys, elle a pas changé. Et justement, elle parle ultra mal aux gens. Dans le roman, c'est beaucoup plus long, les conversations sont beaucoup plus longues. Je peux vous assurer qu'elle parle très mal aux gens. C'est la personne dans le roman qui parle qui pour moi parle de la manière la plus odieuse, la plus... c'est peut-être pas odieuse, mais la plus hautaine auprès de gens. Pour moi, même Cersei parle pas comme ça aux gens. Et justement, moi, je n'ai jamais soutenu un personnage comme ça, parce que pour moi, elle n'a pas l'étoffe d'une reine, parce que elle passe son temps à dire aux gens « Parlez-moi comme à une reine, je suis pas contente, je suis votre reine, à genoux devant votre reine. » Putain, si elle avait l'étoffe d'une reine, elle aurait pas à le dire non-stop, elle aurait pas à le revendiquer non-stop. Alors, en plus, dans le roman, il y a un moment où elle a envie d'une bite, pour dire les choses vulgairement, elle a envie d'un pénis. Et parce qu'elle en a marre de faire des choses avec ses servantes.
Parce que oui, elle dort avec sa servante et elles font des trucs. Hein. Donc d'une certaine manière, la réflexion qu'il y avait là dans l'avant-dernier épisode, par rapport, tu vois, justement à ses servantes quand ils sont en train de parler à Missandei, je veux dire, c'était pas con de la part de Jon Snow et du Chevalier Oignon de faire ce genre de réflexion, parce que c'est quand même très ambigu dans le roman. Où est la frontière entre l'esclavage et le non-esclavage et la liberté? C'est assez flou. Donc je disais, elle a envie d'un pénis, et elle se dit, tiens, est-ce que je devrais le faire avec Sir Jorah? Parce que ouais, depuis le début, en fait, elle trouve qu'il est plutôt pas mal. Mais tu vois, elle fait là, ouais, mais non, il m'énerve, il me parle soit comme à une gamine, soit l'instant d'après comme à une femme qui convoite, mais jamais comme à une reine, et je suis sa reine, blablabla, blablabla, je suis fâché. Donc franchement, pour moi, c'est des attitudes de connasse. Beaucoup de gens adorent Daenerys, surtout la gente féminine, mais les gens commencent à comprendre ce que je voulais dire à partir du moment où ils l'ont vu mal parler à Jon Snow. C'est-à-dire que Jon Snow, on a vraiment redoré son blason à partir du moment où il s'est devenu le grand guerrier lors de la bataille au mur, etc. et tout, que c'est devenu le Lord Commandant, puis le roi du Nord, etc. Et donc là, justement, ils l'ont vu mal parler à Jon Snow alors qu'ils adorent. En fait, le grand public est confronté à j'adore Daenerys, j'adore Jon Snow, putain, comment elle lui parle comme à une merde. Et alors là, ils sont en train de dire, ouais, mais elle se la pète, se la joue un peu trop, ouais, non. Voilà, enfin, les gens réalisent. Mais n'empêche, ça a été bien fait exprès, hein, ça l'a montée de Jon Snow, parce que là, on est en train de te mettre deux Targaryen qui peuvent prétendre au trône. Enfin, normalement, c'est Jon Snow hein, qui est légitime. Hein. Enfin, il semblerait. Mais voilà, on te les a rendus tous les deux bien classe. Enfin, pas à mes yeux à moi, moi je t'ai dit, Daenerys, j'en ai rien à foutre, mais en tout cas, la majorité des gens, on t'a fait deux persos bien classe et qui vont sans doute s'affronter, hein, parce que, tu vois, moi je vois mal Daenerys faire, si elle apprend que c'est pas elle l'héritière légitime, je la vois mal faire, ah bah ok, c'est bon John Targaryen, écoute, moi y a pas de souci, je te laisse le trône, j'en ai pas envie, elle vise pas le trône pour faire genre je veux faire une meilleure société, tout, je vais être meilleur envers le peuple et tout. Non, elle en a rien à foutre, elle le fait pour la gloriole. J'ai pas dit gloriole, j'ai dit la gloriole. Elle le fait parce qu'elle a une revanche sur la vie à prendre. Justement, le début de sa vie, elle a vécu comme une merde. Et maintenant, elle veut être reine. Elle veut gouverner. Elle va jamais laisser quelqu'un d'autre sa place. Alors, un truc qu'il y a dans la série, c'est que comme dans le roman, il trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages, donc il faudrait un beaucoup trop gros casting, et ben ça arrive souvent qu'ils mixent deux personnages en un. Et c'est le cas pour Daenerys, c'est pour ça aussi que vous la trouvez un peu classe, parce que, je veux dire, tu vois, l'araignée, il a fait genre... il a fait tout un speech en sa faveur, comme si elle était la représentante du peuple. Mais dans le roman, il fait ça à propos de quelqu'un d'autre. Il y a un autre prétendant au trône, dont vous n'avez pas entendu parler, et qui lui est présenté comme le représentant du peuple, et qui aurait aussi autant de légitimité que Daenerys. N'empêche, c'est totalement ridicule comment, dès le début de la saison 2, certaines personnes avaient décidé de faire de Daenerys un symbole féministe. C'était complètement absurde, hein, parce que, en fait, si on y réfléchit, au début de la saison 2, et même pendant toutes les saisons suivantes, elle s'est pas débrouillée une seule fois par elle-même. Elle est rien sans ses dragons. En fait, après qu'elle soit allée sur le bûcher, et puis qu'elle ait eu ses dragons et tout, en fait, c'est comme un politicien qui a fait un spectacle son et lumière, et elle est suivie uniquement pour ça. Si elle avait pas ses dragons, personne ne la suivait, et elle n'arrivait pas à remporter de victoire, etc. Et tout le bazar. La seule fois où elle s'est débrouillée toute seule, c'est dans la saison précédente, qui la série est devenue, comme je l'ai dit, elle suit plus les bouquins, parce que les bouquins on attend la suite, et donc voilà, c'est la première fois qu'elle se débrouillait par elle-même, après je ne sais combien de saisons, donc c'est quand même absurde comme symbole féministe, parce que ça fait vraiment la femme assistée. Daenerys, Bronn, quel connard, qu'il apprenne à viser ce con, quoi. Putain, il peut pas me faire plaisir, moi maintenant, hein, quand je vais aller au trône, je vais dire, je vais couler un Bronn.
Par contre, il y a un souci quand même. Quand je parle de gros bordel à venir, etc., que finalement on te fout ensemble 3 nouveaux prétendants au trône, enfin nouveaux, Daenerys elle est là depuis longtemps, mais bon, il y a 2 autres qui peuvent prétendre au trône et qui seraient avec elle, que genre quand tout ça va s'apprendre, enfin je veux dire genre gros clash, etc., avec Cersei qui est derrière en train de rigoler. Je veux dire, gros bordel qui pourrait arriver, guerre sans fin qui n'en finit pas, une série qui pourrait ne pas en finir, sauf que si, on sait qu'elle va en finir, et que il reste pas beaucoup d'épisodes. Donc, ça peut pas vraiment arriver ce que je suis en train de dire. Donc je dis tout ça pour rien. Je dis de la merde. Il va se passer des trucs poum, 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 un peu d'un coup, et voilà. Genre, ce que je craignais une fois que j'ai vu que Bran pouvait agir sur le passé, tu vois, quand il a manipulé Hodor, quand il était jeune, etc. et tout, pour qu'il agisse comme ça dans le futur, ça veut dire que quoi? Que Bran, soudainement, en faisant... il peut agir sur le passé et il pourrait annuler tout ce qui s'est passé. Genre la fin de Game of Thrones, c'est ça, quoi. Genre, poum! C'est fini! On reprend la boucle, mais on fait autre chose. Vous connaissez peut-être des récits qui se passent comme ça? Moi, je vais rien dire parce que je veux pas spoiler certains récits que vous pourriez être amenés à lire. Mais par exemple, moi, dans ma tête, je pense à une BD qui est parue chez les humanoïdes associés, et j'en dirai pas plus. N'empêche, en parlant de Bran, ce gag qui avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, en fait, c'est trop ça dans cette dernière saison. Tiens, je voulais parler d'un truc que, vraisemblablement, quand je fais des recherches sur Google, etc. et tout, je suis le seul à penser ça. Mais il y a quelques mois, j'ai lu le roman She de Henry Rider Haggard, le mec qui a écrit Alan Quatermain, Les Mines du Roi Salomon. Et George R. R. Martin ne le cite énormément d'auteurs dans ses influences, énormément, mais il ne le cite pas lui. Alors que de manière générale, dans ses romans, on se dit plus c'est des récits à la Indiana Jones, etc. et tout. Sauf que bon, le mec il découvre des royaumes perdus, et dans ces royaumes il y a toute une structure, etc. et tout. Il y a des rois, des reines, il y a une noblesse, etc. Il y a des histoires, tu vois, dans Alan Quatermain, en fait il tombe dans un pays qui est gouverné par 2 reines qui sont sœurs. Et il va y avoir des embrouilles et tout ça, hein. Mais surtout, She, ce roman, je me dis, mais c'est pas possible, c'est une source d'inspiration. En fait, déjà dans ce livre, au 2e chapitre, tu sais où Hawkman et Hawkgirl ont trouvé leur triangle amoureux à base de résurrection qui commence en Égypte. C'est exactement la même chose. Et en fait, She, donc c'est une reine qui s'appelle Ayesha, qui est surnommée She, donc elle, ou plus particulièrement She must be obeyed, donc elle qui doit être obéie. Et en fait, c'est une reine blanche dans une contrée perdue d'Afrique du Nord. Donc une reine blanche à la tête d'une tribu, d'un peuple de basanés. On apprend au début qu'elle se balade dans les flammes comme si de rien n'était. Et son but, dans le récit, ça va être de traverser les océans pour conquérir les Royaumes-Unis. Pour cela, elle aura à son côté son jeune amant et le tuteur de son jeune amant, donc un mec plus âgé, et qui lui est aussi follement amoureux d'elle. Franchement, qui est-ce qui voit que c'est pas la même histoire que Daenerys? C'est la même histoire. Et je comprends pas que je suis le seul à penser ça, quoi. On peut le voir là sur les livres. Il y a un crossover entre Alan Quatermain et She. Bon, par contre, au niveau du caractère, c'est pas la même chose. Hein. Au niveau du caractère, c'est plus Cersei. Et pour tous les délires autour du feu, c'est plus Mélisandre. Mais en fait, She, c'est l'archétype de la super vilaine. Hein. L'enchantresse dans Suicide Squad, c'est à peu près la même chose. Sauf que, dans le roman, Henry Rider Haggard, malgré qu'il faisait des romans qui se passaient en Afrique ou dans d'autres lieux exotiques, il y avait des influences romans gothiques anglais, quoi, tu vois. Et là-dessus, un grand classique, c'est de faire un méchant qui, à la base, a l'air d'être vraiment le mal absolu,
et qui au final c'est vachement plus ambigu, c'est des méchants ambigus, et c'est le cas pour elle. Et dans les suites, parce qu'il y a des suites, elle passe bien plus pour une super héroïne qu'une super vilaine, même s'il reste quand même une petite notion de danger, mais j'en reparlerai une autre fois. Regarde mon t-shirt, un t-shirt Lannister, et je vais te raconter une histoire avec mon t-shirt. Bon, alors, déjà, il y a plein de gens qui pensent que c'est un t-shirt de nationaliste flamand, alors que le lion, il est jaune, il n'est pas noir. Sauf que il y a du noir et du jaune, donc ça inverse le drapeau flamand, et donc les gens pensent que c'est un truc nationaliste flamand, voire que c'est un symbole du Vlaams Belang, donc l'extrême droite flamand, et il y a des gens qui réagissent très très mal dans la rue à cause de ce t-shirt, alors que pourtant, il ressemble déjà plus au lion belge, au lion du blason belge. Et une fois j'étais dans un bar, et j'étais en train de commander un verre, et puis il y a le serveur qui me fait « Hé, ton t-shirt !» Je me dis merde, encore un qui va croire que c'est un t-shirt de facho, enfin qui va me faire chier. Et en fait, finalement, il me fait « C'est un t-shirt Lannister ! C'est de la provo ou quoi ?» J'en revenais pas, quoi, j'en revenais pas. Ça m'a fait marrer, ça m'a fait ma soirée, quoi. Ça me fait rire parce que c'est pas que je suis pro Lannister, pas du tout, et c'était encore dans les premières saisons. Mais en fait, les Lannister, quand même, ils sont importants, hein. Sans eux, le récit, il avance pas, hein. Je veux dire, les intrigues sont moins intéressantes s'ils sont pas là. Et surtout, ce qu'il y avait, c'est que dans le choix des t-shirts, les Stark, j'en ai rien à foutre, ils sont trop gentils, tu vois. Et leur blason, il est à chier. Moi, j'étais pour Stannis, mais son blason, il est à chier. Et d'ailleurs, Stannis n'est toujours pas mort dans les romans, hein, mais je me fais pas d'illusions, hein. Moi, depuis le début, je le trouve méga classe. Lui, c'est LE mec. Mais je me fais pas d'illusions, je sais très bien qu'il va mourir comme une grosse merde, quoi. C'est le principe, ce genre de personnage, tu vois. Normalement, c'est le personnage qui devrait être la gloire, qui devrait être comme ça, et genre, s'il a une mort, ouais, justement, ce serait la mort à la Rao, le truc bien classe, et que, fatalement, dans le roman de George R.R. Martin, ce sera pas le cas, il va mourir comme une grosse merde. Et son blason est à chier. Alors les Targaryen, le blason il est cool, mais c'est des connards, je veux pas avoir un t-shirt Targaryen. Donc il restait que les Lannister de classe. Donc d'où mon t-shirt Lannister. En exclusivité mondiale, je vais vous révéler la fin de Game of Thrones. Celui qui terminera sur le trône. C'est moi le roi. Et donc, à genoux devant ton roi. Enfin, ton futur roi. Et je t'ordonne de liker, de partager, de t'abonner. Sinon, je t'envoie mes créatures. Regarde ces regards assoiffés de sang. Tu as peur?